Donc, pour moi, c'est ouvrir nouveau terminal voilà, au dossier. Et pour Windows, ça sera ouvrir avec GitLab. Donc, vous ouvrez. Et là, on peut voir que je suis sur mon dossier formation et je peux voir quels sont les dossiers qui y sont. Voilà. Il y a un autre dossier qui s'appelle formation également qui se trouve dessus. Et je vais créer mon projet Flutter là-dessus que je vais appeler test. Donc, pour créer un projet Flutter, qu'est-ce que je fais? Je fais Flutter, create, et puis le nom du projet. Pour moi, c'est tout simplement test. Donc, Flutter, create, test, ça va me créer un projet qui s'appelle test. Donc, et puis je lance. J'attends que le projet se crée et je peux voir que voilà, j'ai déjà fini. Voilà, mon projet est déjà fini de créer. Et maintenant, je suis avec LS par exemple comme ça. Je peux voir que j'ai deux dossiers, dossier formation et dossier test. Test, c'est celui que je viens de créer. Si je reviens sur mon dossier formation, je vais trouver que j'ai maintenant ce dossier test qui contient tous les fichiers nécessaires pour un projet Flutter en fait. Ici, nous pouvons voir que ce dossier-là concerne seulement Android, ce dossier, ça concerne iOS, iPhone, ce dossier, c'est Linux, ce dossier, c'est macOS, ce dossier, c'est Web, et ce dossier, c'est Windows. Donc, c'est-à-dire, en un seul code, nous aurons ces plateformes-là qui peuvent exécuter notre application en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Si je suis sur Windows, je peux tout simplement faire clic droit et puis ouvrir avec VS Code ou du moins Windsurf que je vous ai recommandé d'installer également. Et bon, ici, il n'y a pas cette option-là, donc je vais le glisser et puis déposer sur mon Windsurf voilà, pour que le projet soit là-dessus. D'accord, là, je suis sur mon projet Windsurf et je peux voir tous les dossiers qui contiennent le projet test. On me demande de faire confiance à mon projet, oui. C'est mon projet, donc j'ai totalement confiance. Et le dossier le plus important dans tout ça, c'est le dossier libre. Parce que tout ce qu'on va faire, ça concerne seulement le dossier libre. Tous nos codes qu'on va écrire seront contenus seulement dans le dossier libre. Donc, pour l'instant, il y a un seul code qui est dessus, c'est le fichier main.dat et qui est le fichier principal d'un projet Flutter. Donc, c'est le fichier main.dat, c'est le seul fichier d'abord qui existe et c'est le seul fichier de notre application pour l'instant. Donc, je peux voir comment je peux déjà lancer le projet avec un bouton qui apparaît ici et qui met Run Debug Profile. Moi, je vais lancer sur le mode Debug. Voilà. Comme ça, ça va lancer mon application déjà par défaut. Voilà, l'application par défaut de Flutter sur mon téléphone. Et je vais connecter mon téléphone également pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble un projet par défaut de Flutter. Et j'ai souligné que la première fois pour lancer une application, ça prend assez de temps. Ça prend beaucoup de temps pour pouvoir lancer. Et j'ai également fait une vidéo que peut-être je vais ajouter ça au niveau des ressources qui vous permet d'activer le mode développeur sur votre téléphone physique pour pouvoir tester vos applications. Hormis ça, vous pouvez venir ici, cliquer ici. Ici, c'est la liste des devices, des périphériques branchés à votre ordinateur et créer un émulateur en fait. Voilà. Vous pouvez créer un émulateur Android, vous pouvez créer un émulateur macOS, voilà. Chrome, voilà, on peut lancer ça tout simplement sur Chrome pour pouvoir tester. Pourquoi je ne ferai même pas ça? Parce que ça sera plus rapide que le téléphone, mais bon. Attendons seulement. Ça, c'est mon téléphone physique, un Phoenix 6880, voilà, que j'ai branché avec. Et je vais lancer sur ce téléphone-là et vous présenter également le rendu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, en bas ici, vous allez voir les appareils connectés à votre environnement de travail, à votre VS Code ou à votre Windsurf. Moi, je suis actuellement sur Windsurf, mais sur VS Code, c'est la même chose. VS Code et Windsurf, c'est la même chose en fait. Et là, je vais le lancer sur mon téléphone. Vous voyez qu'il y a Chrome, macOS, iOS,
pixels ou un pixel et je peux en créer d'autres. Ça, c'est parce que je suis chez un Mac. Si j'étais sur Windows, j'allais avoir également Windows qui sera également ici. Si j'étais sur Linux, j'allais également voir Linux qui est là. Voilà. Mais pour pouvoir développer créer une application sur Windows, il faut forcément être sur Windows. Pour pouvoir développer une application au iPhone et macOS, il faut forcément être sur un macOS. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Sur Linux également, il faut être sur un ordinateur, voilà, Ubuntu ou Debian, Linux en tout cas, pour pouvoir développer une application sur Linux. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le mobile. Ah, mon application s'est déjà lancée, alors que je n'étais pas connecté ici, donc je vais essayer de le connecter. Voilà, je peux voir que mon application, c'est ça qui est là. J'espère que vous me suivez, hein, et vous me suivez également. Oui, on vous suit. D'accord, super. Voilà. Alors oui, on vous suit, mais c'est un peu fort. C'est Un peu fort pour moi. Ça remet de nouveau, quoi. Non, on n'a rien fait, on a juste créé notre projet et puis appuyé sur le bouton Run en fait. Donc, et c'est ce qui se présente ici comme application par défaut. À partir de là, si vous voulez créer une application avec l'IA, vous allez voir, si vous êtes sur Windsurf, vous allez voir ce bouton-là à l'angle droit, vous allez voir ici. On va vous demander de vous connecter à Windsurf. Ici, moi, je me suis déjà connecté. Voilà, je peux me déconnecter et puis essayer de me reconnecter pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Si vous n'avez pas encore de compte, on vous demande de créer un compte. Vous allez cliquer sur Login. Et en ce moment, il va ouvrir une fenêtre pour vous connecter à Windsurf en fait. Allô? Oui. Je vous reçois 5 sur 5 et je ne sais pas si les questions on les pose au fur et à mesure ou bien on réserve ça jusqu'à une certaine étape où vous nous permettez de poser les questions. Bon, pour l'instant, vous pouvez poser si vous avez une question. D'accord. Vous utilisez Windsurf et oui. Comme moi, je n'ai pas encore installé, je ne sais pas, mais moi, je m'attendais à travailler avec VS Code. Vous avez dit que c'est compatible, mais est-ce que sur VS Code, j'aurai facilement l'icône que vous venez de présenter qui permet d'utiliser l'IA? Non, sur VS Code, il n'y a pas cette icône-là. Je vais l'ouvrir ici, vous allez voir. Voilà, sur VS Code comme ça. Il n'y a pas cette icône-là là-bas, mais il y a une autre icône qui va nous permettre également de pouvoir se connecter avec l'IA. Donc ici, je peux voir. Voilà. D'accord. En tout cas, vous pouvez voir ici. Vous voyez, non? Vous voyez mon écran à côté gauche. Oui. Voilà, vous voyez Windsurf. Voilà. Donc ici également, je suis connecté et je peux me déconnecter et puis essayer de me déconnecter en fait. C'est à peu près la même chose. Mais je recommande, si vous préférez, vous voulez utiliser l'IA, je vous demande d'installer Windsurf parce que c'est un éditeur IA. En fait, c'est un clone de VS Code. Puisque VS Code, c'est open source. Voilà, c'est libre à n'importe qui de prendre et puis modifier et puis adapter à son environnement de travail en fait. Donc, c'est ça que Windsurf a pu VS Code et puis essayer d'améliorer et puis ajouter des l'IA. Donc, si vous avez des choix, en tout cas, je vous recommande de télécharger Windsurf. D'accord. Il n'y a pas de conflit à l'installation, hein, parce que j'ai déjà VS Code sur la machine sur laquelle je dois travailler. Non, il n'y a pas de conflit. Merci, je ferme ma question. Merci. Ok. Et là, je peux voir que je suis déjà connecté. Ça, c'est parce que j'étais déjà connecté à leur site. Il me redirige automatiquement vers mon éditeur.
Je vais masquer ça. Ok. Voilà qui est là. Donc, si je n'ai pas de compte, voilà, il va falloir que je crée un compte ici et puis me le connecter. Mais vu que j'avais déjà un compte, j'ai juste venu sur le connecter et puis il est parti au niveau de mon navigateur et de mon éditeur en fait. Et là, bon, au lieu de vous expliquer le code, tout ça, c'est pas trop ça. Je vais effacer la plupart du code et puis essayer de le faire. C'est une question ou c'est une nouvelle personne? On n'a pas, moi je n'ai pas accès à votre écran. D'accord. Apparemment, c'est tout le mois, mais on est un petit peu connecté. Ok, ça doit être bon. Vous voyez? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est ok, c'est bon. D'accord, super. Moi, j'allais. Oui? En fait, cette part-là m'a vraiment échappé. J'étais un peu en communication. Donc, le temps de venir, là, j'ai vu le code, tout ça. Non, le code, c'est... Je me dis quand même que, bon, comme il y a la possibilité quand même quand on va reprendre, je sais que Voilà. On va avoir des occasions pour suivre le début. C'est ça. Mais c'est déjà pas mal. Maintenant, cette partie, ça, c'est un code que j'ai pas. C'est pas moi qui j'ai écrit, hein, c'est quand j'ai écrit, Oui, ça sort avec. voilà, en fait, j'ai vu à partir du moment où vous avez dit non, en fait, le code est déjà là parce que vous avez créé deux fichiers, je pense, formation et puis dans formation, vous avez créé un fichier test. Voilà. En temps normal, c'est la partie qui m'a échappé, c'est là où vous avez créé le fichier test. Mais c'est bon, je comprends. Voilà, je comprends déjà, on peut poursuivre. Je suis certain que ça ne sera pas vraiment le premier fichier test qu'on va créer. C'est ça. Et le dernier autant pour moi. D'accord. Donc, j'ouvre mon fichier main, voilà, et j'ai lancé sur le mode de bug qui a lancé l'application sur mon téléphone que vous pouvez voir. Bon, je vais réduire un peu pour pouvoir voir ce truc-là également à côté. Voilà. Là, ça va me permettre de voir ça à côté. Donc, je disais, le dossier sur lequel on doit travailler, c'est spécifiquement le dossier libre. Voilà, c'est dans le dossier libre que contient tous nos fichiers. Donc, quand on veut créer une application, c'est dans le dossier libre seulement qu'on crée. Donc, nous pouvons créer des dossiers là-bas pour bien organiser. Également, si vous regardez dans le contexte des lycées là-bas, on peut créer un dossier qu'on va appeler par exemple screen ou page, par exemple, qui va contenir tous les pages de notre application. Un autre qui va contenir ce qu'on appelle des widgets. Les widgets, ce sont les codes utilisables. Par exemple, si on prend par exemple un bouton comme ça, un bouton, ça c'est design. Donc, si je fais le design, je n'ai pas envie à chaque fois que pour mettre un bouton sur quelque part, sur une page, que je fasse encore le design. Donc, on fait ce qu'on appelle un widget. Bon, c'est à peu près un modèle, mais bon, il y a également les modèles aussi pour autre chose. Donc, on les appelle des widgets pour pouvoir les réutiliser. Ce sont des codes réutilisables. On reviendra là-dessus pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne en fait. Maintenant, ici, j'ai mon petit point date. Je vais essayer de nettoyer le code. Alors, vous pouvez, et puis, essayer d'adapter ça à ma façon. Donc, je vais effacer la plupart des codes. Actuellement, je ne vous ai pas montré la fonction. En fait, si je clique sur le plus, voilà, ça incrémente. Voilà, ça, c'est l'application par défaut que Flutter nous met à notre disposition, en fait, quand on crée un projet Flutter. C'est pas ça. Donc, chaque fois que j'écris sur le plus, ça incrémente. Et moi, je peux voir ça ici.
voilà, c'est une fonction qui s'appelle incrément et qui fait ce travail-là. Nous avons le temps de comprendre toutes ces fonctions-là. Donc, pour l'instant, je vais effacer le code déjà existant et essayer de le faire un code. Et puis, après, on utilisera également l'IA pour voir comment ça fonctionne. Donc, pour l'instant, je vais effacer tout ça. Et ici, je vais mettre, un texte tout simplement. Puis, je vais enregistrer. Là, vous pouvez voir que le data que j'ai mis ici, ça a cassé tout le projet. Donc, ça parle. Je dois le prendre en fait. Et ça, c'est la structure d'un projet, la structure nécessaire d'un projet Flutter. Ça qui est là. Et c'est ça que j'essaie de vous montrer en fait. Donc, quand vous créez votre projet, il y a tout ce qui est là. Mais la partie la plus importante, c'est la fonction main qui est là, la fonction main run my app. Et app, c'est une classe. Voilà. On va voir par la suite qu'est-ce que c'est qu'une classe et comment créer une classe. Mais pour l'instant, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous créez un projet Flutter, il y a ce fichier-là qui est là, et c'est là-bas qu'on modifie, en fait, le truc. Il y a mon application qui essaie de connecter. Permettez-moi de le connecter. D'accord. Donc ça, c'est le code qu'on a. Et moi, je ne vais pas voir ça, je vais voir quelque chose. Donc, je vais créer un autre. Voilà. Que je vais mettre ce que je veux. Mon application test, par exemple. Vous voyez que c'est quand on voit un regard de code, on trouve que c'est beaucoup, mais c'est pas assez. Parce qu'à chaque fois que tu commences à écrire, voilà, il y a les trucs de compléter qui vous aident à compléter le code. Donc, vous n'avez pas vraiment à taper beaucoup de code voilà, pour pouvoir développer une application. Ici, my test app, voilà, je vais mettre my test app comme titre de l'application. Et là, quand j'actualise mon code, c'est ici. Ici, c'est pour démarrer l'application, en fait. Donc, quand je redémarre mon application, vous allez voir que les modifications vont s'appliquer. Et j'aurai une page blanche, voilà, une page blanche avec au titre My Test App. Et là, je vais ajouter un corps, je vais ajouter une page vierge au milieu là, quelque chose, voilà, que je vais dire body par exemple. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas les démarrer. Je vais voir au niveau du console. J'attends que mon application se redémarre pour voir ce qui se passe en fait. Ah, ok. Je viens de créer un widget et je ne l'ai pas mis à sa place parce qu'il devrait remplacer ce truc-là. Voilà. Et là, c'est ce code que je viens d'écrire maintenant qui sera affiché ici au lieu des datas en fait.
Et là, on peut voir qu'il y a mon application, My Test App et mon premier app. Donc, ce sont ceux qui sont là. Mon premier app. Maintenant, si on veut utiliser Windsurf, par exemple, je vais créer une calculatrice, par exemple. Là, je n'ai pas grand-chose à faire. Je dis tout simplement à Windsurf, crée-moi une application, une calculatrice en fait. Une calculatrice. Et là, je lance. Et Windsurf va analyser mon code et me créer une application calculatrice le plus rapide possible. Donc, si c'était moi, je devrais faire, d'aller prendre tout mon temps de faire les fonctions, tout ça, pour que ça fonctionne. Mais là, je suis là, j'observe, et en quelques minutes seulement, il va me créer une application calculatrice et je vais pouvoir l'utiliser ici tout de suite. Donc, on attend le temps qu'il fasse. Vous voyez, il va modifier mon application, mon truc, mon main, voilà. Vous voyez mon fichier main, vous voyez combien de code il a déjà écrit dessus. Et vous voyez l'application qui est apparue en fait. L'application calculatrice est apparue en quelques secondes, ça va même pas une minute, vous pouvez le voir. Et moi, ici, il me propose d'accepter en fait. Voici tout ce qu'il a apporté comme modification sur mon code en fait. Voilà, ça c'est tout ce qu'il a apporté comme modification, vous voyez. Ça c'est le rouge, c'est ce qu'il a supprimé, et le vert, c'est ce qu'il a ajouté. Donc, il a ajouté ces fichiers-là, et puis supprimer d'autres fichiers. Donc, il me propose d'accepter. Si je vais accepter en appuyant sur Accept File. Sinon, je rejette File. À défaut de ça, je peux venir ici et puis faire Accept All. Tu peux venir. Bon, je pense qu'il y a... Par exemple, si je fais Accept All, je peux voir que voilà, mon application calculatrice est là. Et on va les tester en fait. On va faire 800 x 10. Pour voir que j'ai 8000. En quelques secondes, seulement j'ai une application calculatrice que je peux utiliser. Et ce n'est pas n'importe quelle calculatrice en fait. Et vous pouvez vous imaginer la puissance de l'IA qui nous fait gagner en temps en fait. Regardez. Et là, il a modifié mes fichiers. Je pense qu'il a ajouté d'autres fichiers même. Bon, il n'a même pas fait grand-chose là-dessus. Il a juste fait tout dans le fichier main. Voilà. Il a juste modifié le fichier main. Il n'a pas créé des dossiers, des sous-dossiers. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je peux le faire pour voir si ça fonctionne bien. Je fais 10 x 10 par exemple. Égal. Et je peux voir que c'est 100. 777 x 10. Waouh. Waouh. C'est vraiment top. D'accord. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ah, excusez-moi. Wow, c'est vraiment formidable. Ouais. Ouais, c'est vraiment très formidable. Maintenant, si moi j'ai des questions, par exemple, là-dessus, c'est par rapport à peut-être la calculatrice comme ça que vous venez de créer. Oui. Est-ce que il est juste virtuel comme ça ou bien, bon, vous pouvez l'exporter en application et puis le partager, par exemple, dans le groupe? Je peux vous l'envoyer tout de suite même. Je peux l'exporter et puis vous l'envoyer dans le groupe. Vous pouvez vous tester. D'accord. Maintenant, il y a la deuxième question, c'est quoi? Vous avez dit, par exemple, que pour créer une application iOS, il faut être sur Mac. Et pour avoir une application Mac également, il faut être sur Mac. Maintenant, oui. Pour créer une application Windows ou une application Android, il faut être sur Windows. C'est ça. OK. Par exemple, vous créez votre application
je crois que vous êtes actuellement sur Mac, vous avez créé votre calculatrice. Oui. Est-ce que ça veut dire que forcément, si vous l'exportez, nous devons avoir du iPhone pour pouvoir l'utiliser? Ce que vous devez savoir également, c'est que iPhone, on ne peut pas exporter iPhone, c'est compliqué. On ne peut pas l'exporter comme ça et puis tester. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un vous envoyer une application iPhone comme ça hors du App Store? Non. Donc, côté Apple, il faut forcément l'héberger pour pouvoir l'utiliser. D'accord. Maintenant, Windows, Web, Android, Linux, tout ça, on peut exporter et puis tester. Mais Apple, c'est un peu compliqué. Il faut forcément que ça passe par l'App Store pour vérification. C'est ça. Soit vous pouvez installer un truc, mais ça prend, c'est un peu compliqué pour tester. Sinon, il y a des trucs d'hébergement comme TestFly. Alors, tu peux l'héberger là pour que les gens essaient de tester en fait. Mais tout ça, c'est pas facile en fait. D'accord. C'est bon? Bon, ça va, c'est bon. Comme c'est juste un aperçu. Voilà. Avec le temps, on va avoir d'autres questions également à poser. Donc, je passe la main aux autres collègues qui voudront quand même poser des questions. Oui. Alors, vous avez parlé de la question d'hébergement avec les applications sur Apple Store. Oui. Comment on peut réellement arriver à faire passer ça sur Apple Store? Ah, vous voulez savoir comment on peut les mettre sur App Store? Oui. Bon, une fois que votre application est prête, voilà, vous prenez un hébergement App Store, vous créez un compte Apple Developer. Voilà, et avec ça, ils vont vous donner des accès nécessaires, tout ça. Vous allez connecter ça avec Xcode. Il y a des boutons là, il y a des trucs là-bas que tu appuies sur et puis ça passe chez App Store. Mais avant, il faut payer, c'est à peu près combien? C'est $100 par an si je ne me trompe pas. $100 par an? $100 par an en fait. Wow. Alors que Google, avec Android, le truc de Play Store, c'est $25 à vie en fait. La particularité. Voilà. Donc, Apple, tout est compliqué en fait. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon? D'accord. Maintenant, ce que moi je veux, c'est qu'on puisse comprendre ce que l'IA a fait tout de suite. Alors, par exemple, si vous développez sur une application comme ça, ce serait très intéressant que vous compreniez ce que l'IA a écrit derrière et que vous puissiez le modifier en fait. Moi, par exemple, quand je vais inspecter le code que l'IA m'a fourni, voilà, je peux comprendre tout ce que l'IA a écrit, les fonctions qui permettent de faire les calculs, etc. Donc, je peux voir que ça, c'est la fonction qui permet d'effacer. La fonction C, voilà. C'est-à-dire, quand j'appuie sur le C, apparemment, vous ne voyez plus. Ok, un instant que je me reconnecte avec le truc là. D'accord, je vais vous présenter l'application et puis voilà, essayer de vous montrer également les fonctions de mon WinChef. D'accord.
Voilà, c'est-à-dire quand j'écris quelque chose comme ça, par exemple, c'est le bouton C qui permet d'effacer. Donc, vous voyez, quand j'appuie sur le C, ça permet d'effacer. Maintenant, je peux dire à l'IA que je vais écrire, quand je clique sur un bouton, voilà, que j'ai un effet visuel qui permet de voir que j'ai cliqué sur ce bouton-là, en fait. Donc, je vais lui demander de faire ça pour que je puisse essayer de vous expliquer un peu plus. Bon, je vais tout simplement lui dire de changer la couleur. Au moment du clic, tout simplement. Voilà, il me dit qu'il va ajouter, je vais ajouter un effet de changement de couleur lors du clic sur les boutons. Je vais modifier la méthode bouton build. C'est-à-dire, voilà, ça c'est la méthode qu'il utilise. Et si je fais commande ou contrôle et puis je clique dessus, j'atterris automatiquement sur ce bouton-là. Et moi-même, je peux modifier manuellement. Et là, c'est ce qu'il m'a proposé. Voilà. Si je veux, j'accepte. Si je veux, je fais rejet. Comme je vais accepter au moins et voir ce qu'il va me proposer. Donc, tout ça, j'accepte. Et il a fini son travail si je ne me trompe pas. Non, c'est pas fini. Ok, là, je pense que c'est fini. Mais il y a mon autre reload qui est toujours en cours. Je vais attendre que ça finisse pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Mon téléphone aussi qui s'éteint. Okay. Là, je peux voir que c'est bon. Okay. Apparemment, ce n'est pas appliqué. Je vais faire un restart pour voir. Mais du coup, j'ai ajouté un effet de changement de couleur lors du clic effet visuel. Ah, ok. Bouton gris foncé, couché et puis CE. Bouton numérique devient gris moyen. Voilà. Au moment des clics, voilà, ça, ce sont des couleurs gris. Bon, moi, je vais qu'il utilise des couleurs vives pour que moi, je puisse voir. J'utilise plutôt des couleurs vives. Voilà. Je vais faire des couleurs vives. Voilà. Ici également, il a modifié les fichiers. Bon, apparemment, il n'a pas compris ce que je viens de dire. Voilà, mais on sent qu'il y a un effet à chaque fois que je clique sur le bouton. Par exemple, ici, je clique sur les 7. Il y a cet effet de gris qui est là. Bon, on ne va pas discuter assez longtemps. En fait, formateur. Oui. Le truc, voilà, cette partie-là cache l'application. Donc, nous ne voyons pas bien l'application. Ah, ok.
Voilà, c'est bon maintenant. Super. Donc, je peux voir que quand je clique sur le chat, il y a cet effet-là également là-bas. Oui, vous ne voyez pas. OK. C'est pas trop captivant, mais on sent quand même que ça bouge tout petit peu. D'accord. OK, je peux revenir ici. Par exemple, si ce qu'il a fait, ce n'est pas ce que vous voulez ou que ça ne vous convient pas, vous revenez au niveau du message et puis vous cliquez là-dessus pour modifier. En ce moment, il va effacer tout ce qu'il a ajouté après ce message-là. OK. À ce moment, il va ajouter tout ce qu'il a, il va effacer tout ce qu'il a ajouté après ce message-là. Et moi, je vais lui dire ajoute des couleurs, hein, changement de couleur. OK, c'est pas ici, je veux. OK. OK. Je pense que c'est là. Les couleurs vivent seulement au moment du clic. Pour toucher. Voilà. Puis je valide. Là, il me dit qu'il va effacer ce qu'il avait déjà implémenté. Donc, je confirme, je dis oui. Donc, il va effacer ces couleurs-là et puis refaire ce que moi je souhaite. Donc, moi, j'accepte toujours ce qu'il me propose. Je vais modifier. D'accord. Vraiment, c'est tout pas ça. Ah, OK. Apparemment, mon application s'est déconnectée. Il va falloir que je relance. Ah, d'accord, je vois. OK. Donc, je vais aller au niveau en haut du fichier mail là. On a dit DB courant. Voilà, je choisis un. Je vais lancer celui-là. Okay. Donc, j'attends que mon application se redémarre.
Et si on essaie d'interpréter le code, on peut voir ici, on dit par exemple calculatrice, vous pouvez voir string, voilà, display, string, preview value, string, opérateur, opération, voilà, bool, waiting, opérant. Bon, ça déjà, moi, je comprends ce que ça veut dire. String display, là, c'est le nombre qu'il affiche sur l'écran. Un instant, et je le connecte. D'accord, donc, c'est bon, j'espère que vous voyez. Oui, on voit. D'accord. Donc, ça, c'est déjà, moi, je peux voir la logique de la calculatrice. String display, là, c'est le chiffre affiché actuellement. Ici, c'est 88, que vous pouvez voir. Preview, c'est-à-dire quand tu tapes là, par exemple, quand je tape 88 comme ça, avant d'appuyer sur l'opérant, c'est-à-dire le plus, le moins ou la multiplication, voilà, il y a un truc qu'il faut stocker ça. On appelle ça des variables. Voilà, il stocke ça d'abord là-dessus pour savoir si c'est un moins, si c'est un plus, ou c'est une multiplication. Voilà, il stocke ça là-bas. Et opérant, maintenant, c'est l'opérateur en fait. Et en fait, on a waiting, opérant, tout ça, voilà, qui permet de voir est-ce qu'on a reçu l'opérant, est-ce qu'on a reçu égal, tout ça. Donc, on va essayer de comprendre ça après. Maintenant, l'application est là. Bon, apparemment, la couleur n'est pas trop ça. Je préfère la couleur d'origine.
Et M. Bruno? Pardon, votre micro était fermé chez moi. Oui, c'est bon, il l'avait désactivé un instant. Ok. Ok, maintenant on peut voir qu'on a l'effet qu'on veut. Hein. Parce qu'à chaque fois que je clique sur le bouton, vous pouvez voir qu'il y a la couleur qui s'applique. Vous pouvez voir. On a l'effet qu'on veut maintenant. Exactement. Voilà. Donc c'est bon. Je vais voir. Maintenant, pour l'exporter, c'est pas compliqué. Il suffit également de taper une ligne de commande seulement et de tout les jouer. En tout cas, côté Android, c'est pour l'exporter, c'est pas compliqué. Je retrouve plus mon. Ok, c'est ça. Donc, je vais exporter ça et puis vous envoyer ça dans le groupe. Vous allez tester également. Donc, bon, le nom c'est test, mais bon, ça, c'est pas un problème. Donc, pour exporter des mieux footer, build, APK, ça c'est la commande qu'il faut taper pour exporter ça sur plusieurs formats. Puisque l'Android a plusieurs architectures. Il y a ARM64, il y a i686 comme ça, et jusqu'à 3 si je ne me trompe pas. Alors, mais avec cette commande-là, voilà, lui, il va permettre de séparer ça en plusieurs versions, voilà, pour pouvoir utiliser. Vous pouvez laisser tout simplement Twitter build APK, tout simplement comme ça. Là, il allait faire un seul fichier et puis nous envoyer. Donc, en attendant, nous allons aller sur les sites et puis voir ce qu'on va poursuivre, puisque maintenant, il faut qu'on commence à comprendre la programmation en fait. Oui. Merci beaucoup. Avant qu'on ne parte sur le site, j'ai une préoccupation. Vous voyez bien sûr avec un prompt. Oui, monsieur Ouamba, je vous écoute. Voilà, avec un prompt écrit en français, nous avons une application qui est générée. Maintenant, cette application-là, si nous avons besoin de faire des modifications sur un certain nombre d'aspects, il faut répartir. Monsieur Ouamba, toutes mes excuses. Oui, allô? Oui, on voulait ça maintenant. D'accord. Donc, je disais que j'ai une préoccupation. J'ai remarqué que juste après le prompt, on a une application qui peut se générer par l'IA. Et on peut aussi revenir pour faire des modifications, soit directement sur le code, si on s'y connaît, ou bien carrément on revoit notre prompt pour améliorer notre application. C'est ça. Voilà. Maintenant, revenons sur l'aspect code. Comme je découvre pour la première fois Flutter, est-ce que vous pouvez peut-être revenir pour voir comment est-ce qu'on peut débugger pas à pas? Si je suis à la recherche peut-être d'une erreur, parce que si je veux modifier mon code directement et que à un certain moment donné je me plante, comment est-ce que je peux faire, je peux mettre des éléments qui peuvent m'arrêter sur des points précis, soit ne serait-ce que par console ou bien directement dans le code. Je ne sais pas si vous comprenez ma préoccupation. Oui, je vois très bien. C'est-à-dire avec l'IA, comme celui qui a écrit le code, oui. Voilà, c'est-à-dire de connaître tous les aspects, tous les portions de code, tout le texte écrit, il te connaît. Même si vous lui dites le chiffre 8 affiché sur le clavier, c'est où se trouve. Donc, s'il y a un problème quelque part seulement, si vous connaissez, vous pouvez aller sur le code et puis modifier directement. Sinon, vous pouvez lui dire à l'IA même, voilà, par exemple, les deux boutons C et C et là. Oui. Voilà, je peux lui dire de modifier la taille ou la couleur, en tout cas, tout ce que je vais dire, il va comprendre en fait. Parce qu'il analyse déjà tout mon projet, il analyse le code, il analyse le fichier présent et il essaie de comprendre en fait comment ça fonctionne. Toutes les fonctions. Oui. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Je n'ai pas voulu vous interrompre.
Oui. Je t'aiderai quand même à ce que vous allez jusqu'au bout de votre intervention. Mais peut-être vous ne m'avez pas bien compris. À supposer que cette fois-ci, si je mets cette fois-ci, naturellement, je sais que ça va me donner 56. C'est ça. Voilà, mais maintenant, si derrière ça, c'est une calculatrice propre à moi, mon espace, qui voudrait que cette fois-ci là, à cette fois-ci, il faut qu'il m'ajoute 2 derrière, comme une fonction. Et naturellement, je m'attends à ce qu'il me donne 56 plus 2 qui fait 58. Et malheureusement, je vois qu'il m'affiche 60. Dans ma logique humaine, je sais qu'il y a une erreur. Donc, pour débugger, pour savoir là où se trouve la faute là, j'ai besoin d'aller pas à pas dans le code. Mais c'est comment aller pas à pas dans le code pour savoir qu'en réalité, mon plus 2 là, je me suis trompé. Au lieu de mettre plus 2, j'ai mis plutôt plus 12. Voilà, au lieu d'interroger. Voilà, donc c'est au niveau vraiment applicatif ma préoccupation. Comment à un certain. Voilà, merci beaucoup. Bon, je comprends bien ce que vous voulez dire. Côté calcul, bon, je sais qu'il ne peut pas se faire une erreur, mais dans certains domaines ou certains aspects, ça peut arriver. Voilà, parce que dans la réalité, ce n'est pas pour faire une calculatrice qui va nous amener. Voilà, c'est surtout sur des projets peut-être un peu plus robustes où c'est des traitements. Je vois bien. Mais ça revient à la même chose seulement. Même si c'est une fonction que vous pouvez, vous-même vous connaissez, vous pouvez localiser la fonction. Oui. Vous pouvez lui dire, voilà, la fonction là ne fait pas bien le travail. La fonction là envoie des résultats qui n'est pas attendu en fait. Mais s'il se trouve que vous ne connaissez pas la fonction là, vous utilisez juste le prompt. Oui. Voilà, c'est le résultat que vous allez dire seulement que voilà, le résultat vous étiez censé attendre 56, mais il vous envoie 60. Et là, il va essayer de voir la logique. Lui-même, il détaille ce qu'il fait, tout ça. Il vous dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fonction de ça, il voit ça et puis voilà, il corrige en fait. D'accord, merci beaucoup. Je crois que comme on est ensemble, quand on sera au pied du mur, on va se serrer les coudes. Ça peut aller. Merci bien. Je vous en prie. D'accord. Une autre préoccupation? D'accord, donc je crois que c'est bon. Alors, aujourd'hui, c'était l'objectif ou le programme, c'était juste de lancer notre première application, de le faire découvrir un peu l'espace IA et puis de découvrir également le langage de programmation Dart, essayer de coder en fait avec connaître les variables en fait. C'est ça. Donc ici, c'est la leçon, je vais voir. Bon, ici, vous pouvez lire, c'est juste des leçons à titre informatif. Voilà, et vous pouvez juste lire, comprendre ce que ça fait. Mais nous allons aller au niveau des variables pour comprendre comment ça fonctionne, les variables côté footer. Parce que ce n'est pas la même chose sur tous les langages. Voilà, Flutter, lui, il est typé et puis c'est un peu très sévère là-dessus. Donc, nous allons essayer de voir comment ça marche. Donc, ce que moi, je recommande, c'est pour faire du Dart ou pour tester plus rapidement. On peut le faire depuis le terminal, mais moi, je conseille le site dartart.dev. Dartart.dev, c'est le site qui va nous permettre d'écrire nos portions de code Dart et essayer de comprendre. Il y a également l'IA là-bas qui va nous permettre également de se faire comprendre si on se perd en fait. Donc, il y a cet espace-là qui est là. Bon, ça c'est Gemini qui m'a déjà proposé. Bon, il n'y a pas besoin de Gemini pour l'instant.
Alors, vous pouvez voir qu'ici également, comme sur Flutter, il y a une fonction de départ qui est white.main. Donc, pour commencer à développer ou à créer des programmes ou à développer en date, on commence toujours par la fonction white.main. White.main du moins. Donc, je dis white.main et j'ouvre des accolades. Et maintenant, tout ce que je vais écrire seront contenus dans cette fonction-là. Donc, déjà, on commence par les variables. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une variable, ici, on dit que ce sont des conteneurs qui sont censés stocker des informations qui varient en fonction de l'utilisateur, peut-être, ou en fonction d'autres aspects. Mais ici, nous allons prendre le cas des utilisateurs, comme les sites Facebook ou les Google. Quand moi, je me connecte, voilà, il sait que moi, c'est Anas, il sait que vous, c'est M. Guigende, il sait que c'est M. Wamba. Voilà, donc, ça, ce sont les variables qui font ça, en fait. Donc, on stocke ça, nos noms, nos informations, dans ce qu'on appelle des variables. Maintenant, comment ça fonctionne? Ici, par exemple, je vais prendre, pour déclarer une variable, en Flutter, il faut son type, en fait. Il y a des variables de type chaîne de caractères, je vais dire des textes, des types number ou des types int, voilà, ce sont des types numérotés, des types list, des types booléens, voilà, c'est dit si soit c'est vrai, soit c'est faux, voilà, lui il retourne soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc ici, pour aller plus pratiquement, nous allons prendre par exemple pour déclarer un nombre, nous allons utiliser int par exemple. Et là, int, nous allons donner un nom, int, je vais dire quoi? Âge, voilà, mon âge par exemple, et puis je mets 25. Là, j'ai donné âge 25. Après, je vais peut-être afficher la valeur de l'âge pour voir à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je vais mettre juste un print. Voilà. Print, ça permet d'afficher voilà, quelque chose. Et je vais mettre print et puis âge. Je dis c'est le nom du variable que je mets en fait. Et à chaque fois, ça termine par un point virgule. Voilà. Donc, int âge égale 25. Donc, si je mets print âge et puis j'écris sur run, je devrais voir afficher 25. Alors, qu'est-ce qui se passe? Print âge. OK. Je vois qu'il y a le 25 qui est là. Mais ça traîne avant de venir, je ne sais pas trop, c'est là. OK, voilà. Donc, si je dis print âge, puisque je ne connais pas l'âge, par exemple, si c'est moi mon âge, voilà, moi je connais, mais est-ce que Facebook ne connaît pas, il a stocké ça. Et ce n'est pas pareil chez tout le monde. Moi, j'ai peut-être 25, mais vous pouvez peut-être avoir 30. Donc, pour se faciliter, on sort ça dans des variables. Je vais juste appeler la variable âge et qui va venir m'afficher, par exemple, l'âge de la personne, en fait. Donc, je peux poursuivre en disant, par exemple, string. String, ça, c'est pour les chaînes de caractères ou bien des variables de type texte, par exemple. Puis, je vais mettre nom, par exemple, égale. Alors, pour les chaînes de caractères ou des variables de type texte, je dois toujours mettre entre guillemets, soit double guillemets, soit des guillemets simples, ça marche. Voilà. Donc, je mets tout simplement mon nom. Ah, je mets le nom. Voilà. Et là, je peux faire, OK, je n'ai pas mis ça ici. Je vais remplacer le âge par nom pour voir ce que ça va afficher. Voilà. Et j'attends que ça affiche mon nom. Normalement, ça devrait l'afficher. Voilà. Et puis voir que c'est le nom qui est affiché ici. Donc, c'est de cette même façon que ça fonctionne. Si on retourne sur notre projet là où je vous ai montré, où également. Mon Windsurf, il est où? OK. Je pense que c'est là. OK.
Ok, si je retourne ici, là où je vous avais montré les variables qui contiennent les opérateurs et les valeurs, on peut voir également, voilà, double. Double, ça veut dire, ici, vous pouvez voir, ça c'est la façon de calculer, par exemple. Il dit double calculer, is first. Is first, ça veut dire quoi? Par exemple, dans la calculatrice, par exemple, comme ça, pour vous faire comprendre un peu la logique. Bon, apparemment, je me suis déconnecté encore. Il fait là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, lui, il cherche à savoir si c'est le premier nombre qu'on est rentré, en fait. Par exemple, quand il rentre, quand il tape, par exemple, 700, par exemple, comme ça c'est il fait, ça, c'est le premier. Parce qu'il est censé stocker ça quelque part d'autre et puis attendre le deuxième, juste après l'opérateur. Donc, il fait, il va mettre ça, 700, ça, c'est bien ça. Donc, il va enregistrer ça. Quand je vais cliquer plus, voilà, et vous voyez, bon, ici, je ne sais pas la logique, mais ce n'est pas trop ça. En fait, quand il clique plus, c'est-à-dire il fait plus le même nombre, en fait. Je pense que c'est à peu près ce truc-là, c'est le même genre de questions que M. Ramba me posait tout de suite. Alors, on peut retourner et puis dire à l'IA que, voilà, par exemple, quand j'appuie sur plus, et que j'appuie sur plus une deuxième fois, ça me rajoute le nombre là, alors que ce n'est pas ce que je veux. On pourra peut-être revenir sur ça. Alors, mais on peut voir que quand il tape comme ça, il considère ce nombre-là d'abord comme le nombre premier. C'est une variable. Et cette variable-là, c'est double. Donc, il fait opérant, il seconde opérant, et ainsi de suite, en fait. Donc, si je retourne au niveau de mon DATPAD, je retourne au niveau de mon DATPAD, alors je peux dire que je vais afficher je vais faire print également pour afficher l'âge. Et là, si je lance, je vais voir le nom et l'âge. Maintenant, ces variables sont stockées, donc ça veut dire que je peux m'en servir c'est de cette même façon que je me sers de print pour les afficher. Donc, les variables, ça sert à faire ça. Et il y a plusieurs types de variables, comme je le dis. Ici, c'est int, qui signifie que ce sont des nombres. Par exemple, si je mets, j'ai dit int âge comme ça, et puis je mets quelque chose de texte, ça ne va pas passer, par exemple. Quand je clique dessus, il va me dire que voilà, il attendait quelque chose de string, mais moi, j'ai envoyé quelque chose de int, mais moi, j'ai envoyé un string. Donc, ça ne marche pas. Il va falloir que ça soit, quand tu dis string, tu mets string. Quand tu dis int, tu mets int. L'autre type de variable, c'est bool. Bool, ça c'est soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est booléen. Donc, instruit, par exemple. Instruit. Et là, je mets false. Là, c'est pas vrai. Donc, instruit, false. Soit instruit, lui, il peut avoir seulement que deux valeurs. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Nous allons voir peut-être après l'importance également de cette variable-là. Donc, si je relance, normalement, ça devrait fonctionner. Et on a plusieurs types de variables. Si je reviens ici, nous allons voir d'autres types de variables. C'est quoi encore? Voilà, on peut voir qu'il y a double. Double, c'est ce que je disais. Avec virgule. C'est un nombre qui contient des virgules. Type num, voilà, nombre entier, int ou double, c'est un nombre en fait. Lui, il peut prendre un nombre, que ce soit int, que ce soit double, voilà, lui, il prend string, ça c'est un des caractères.
boum, ça c'est ce qu'on vient de faire. Liste, lui il prend une liste, on va voir ça également. Map, voilà, également. Et dynamique, voilà. Dynamique, c'est quand vous ne savez pas ce que vous allez mettre après. Donc, dynamique, comme son nom l'indique, voilà, ça c'est quelque chose qui peut changer à tout moment. Voilà. Si vous déclarez dynamique, par exemple, ici j'ai déclaré âge, int, et après j'ai mis une chaîne de caractères ici. J'ai mis par exemple mon âge. Et là, quand j'exécute, ça ne va pas donner. Mais si c'était dynamique, par exemple, voilà, si c'était dynamique, par exemple, si je lance, on n'a pas de problème. Parce que lui, il est dynamique, il n'y a pas de souci. Et l'espace également, je mets 25. On va avoir la même chose affichée, 25. Donc, ça, c'est dynamique. Maintenant, la liste. C'est-à-dire une liste, c'est celui qui contient une liste de choses. Par exemple, je peux dire que j'ai une liste qui va contenir, par exemple, une liste quoi, info, par exemple. Voilà, une liste info qui va contenir mes infos. Et pour les listes, on les met toujours entre crochets, je ne sais pas crochet ça là. Ouais, c'est crochet, entre crochets, et puis séparé par des virgules. C'est-à-dire chaque élément est séparé par un virgule. Par exemple, liste, je peux dire que liste mes infos tout simplement. Voilà, mes infos. Et puis je vais dire non. Parce que ça, c'est déjà une variable qui existe, non? Âge et history. Bon, je vais laisser ça, c'est pas pour moi. Et là, je peux venir ici et puis je dire de m'afficher mes infos, par exemple. Et là, quand je clique sur Run, je vais avoir la liste des éléments contenus dans cette liste-là. Donc, liste égale mes infos égale à tout ça. Je peux ajouter comme je veux. Ici, ce sont des variables que j'ai ajoutées, mais je peux bien ajouter des trucs statiques. Hein. Voilà, des trucs statiques. Voilà, une chaîne de caractères, par exemple. Et je vais dire, pas encore, Ouaga. Voilà. Et là, tout est bon. Donc, je pourrais ajouter une autre variable ici que je vais appeler ville. Ça sera également de type string. Et je vais appeler ville. Les variables s'écrivent toujours avec une lettre minuscule au début. Les variables commencent toujours par une lettre minuscule au début. Donc, je vais dire ville égale Ouaga. Et toujours un point virgule. Là, ici, je peux venir enlever ce que j'avais écrit Ouaga là et puis mettre ville tout simplement. Et on aura toujours le même résultat. Donc, ça, c'est liste. Maintenant, allons avec map. Map, c'est une variable à clé valeur. C'est-à-dire, il y a une clé et il y a sa valeur. Donc, pour être plus précis, je vais déclarer, ça se déclare toujours en écrivant map et puis le nom. Donc, map et puis il s'écrit entre accolades. Voilà, on met entre accolades comme ça. Et je vais dire, par exemple, ici c'est user. Et moi, je veux dire, par exemple, le nom du user égale son nom. L'âge du user égale son âge. Et la ville du user égale son user. User, je peux comprendre ça chez l'utilisateur, vous pouvez comprendre. Moi, en tant qu'utilisateur dans un site, le propriétaire du site peut stocker mes informations de cette façon-là. Là, comment est-ce qu'il fait? Il va dire non, voilà, c'est une chaîne de caractères, je mets toujours ça, 2 points, et puis je mets non, par exemple. Comme c'est une variable, je n'ai pas besoin de mettre entre
guillemets, parce que si je mets entre guillemets, c'est plus une variable, mais ça sera comme une chaîne de caractères. Donc, au lieu de m'afficher le nom de la personne, il va m'afficher tout simplement non. Alors que ce n'est pas ce que je veux. Séparé par des virgules également. Je vais mettre âge, 2 points, et l'âge de la personne, ville également, 2 points, et je vais mettre ville de la personne. Et là, je peux également afficher ici un print pour afficher. Ici, je vais bien afficher user. C'est-à-dire, je vais afficher les informations user. Et j'exécute. Là, il y a les informations user qui est là. Son nom, c'est le bureau, son âge 25, sa ville, voilà tout. C'est comme ça qu'on récupère les users dans les sites, dans les applications. Ça vient toujours sur ce format-là. On l'appelle également format JSON. Donc, tous les API utilisent ce format-là pour pouvoir fonctionner en fait. Et là, comme ça, moi, si je vais par exemple afficher le nom de l'utilisateur, j'écris tout simplement utilisateur. Je mets entre coché et je mets la variable, le nom de la variable que je veux. Si je veux son âge, entre coché, j'écris tout simplement âge. Âge. Et là, au lieu d'afficher tout, il va m'afficher seulement son âge. Donc, on peut voir qu'ici, c'est seulement 25 qui est affiché. Si je veux afficher la ville, je mets tout simplement ville. Et là, quand je clique dessus, on va m'afficher tout simplement la ville de la personne. C'est à peu près la même chose pour les listes. Au niveau des listes, c'est un peu différent. Parce que pour afficher la liste, les éléments de la liste, il faut connaître sa position, voilà, pour pouvoir l'afficher. Par exemple, si je vais afficher au niveau de la liste mes infos, si je vais afficher l'âge, il faut que je sache à quelle position se trouve l'âge. Et ça commence toujours par 0. Donc, c'est dit le nom, c'est à la position 0. Voilà. Le nom ici, c'est à la position 0. L'âge, c'est à la position 1. Et ville, c'est à la position 2. Donc, si je vais afficher par exemple ville, je vais écrire ici print mes infos. Entre procès également, et puis je vais mettre 2. Là, je vais afficher ville et je lance. Et là, je vais voir Ouaga normalement, parce que c'est la ville. Donc, c'est Ouaga qui affiche. Donc, je pense que le côté variable, c'est le plus important à savoir. Il y a également les variables de type var. Voilà, var, c'est également la même chose que dynamique. Voilà, lui, il varie en fonction de conditions. Mais une fois qu'on dit string, tu ne peux pas mettre quelque chose de différent de chaîne de caractères là-dedans. Quand on dit bool, tu ne peux pas mettre quelque chose qui est de vrai ou du faux. Quand on dit int, tu ne peux pas mettre quelque chose de différent qu'un nombre. Si vous ne savez pas exactement la nature des données qui vont venir après, à ce moment, vous le déclarez comme dynamique ou var. Ça s'écrit également var comme ça. Et vous mettez le nom de la variable. Moi, par exemple. Fermez mon micro. Et là, vous mettez la valeur. En fait, tu prends plusieurs médicaments. Comment tu connais le là, médicament? Si vous changez d'avis, je ne veux pas que ce soit mon site. Je mets mon site, par exemple, ici, vous allez voir. Regarde ça. Hier nuit, tu as pris. Ça, tu as commencé là, à les prendre. Vous allez voir qu'il va m'afficher dmcb.net. Maintenant, si je change la valeur à un nombre, il va quand même me l'afficher parce que voilà, c'est quelque chose qui varie en fonction du contexte en fait. C'est ce que vous voyez. Donc, lui, il est prêt vers dynamique et ils sont prêts à accueillir toutes sortes d'informations variables en fait.
continuer à prendre ça. D'accord, je pense que c'est côté variable, c'est bon. Je ne sais pas s'il y a des questions, je vais attendre vos questions et puis essayer de répondre en fait. Oui, chez moi, ça va. Je pense que cette partie-là, ça va. Bon, comme il y a déjà des développeurs là, j'ai autre chose, les variables, vous connaissez mieux. D'accord. Quelqu'un a une question? Monsieur Nikiema, vous êtes là? Je suis prêt à marcher encore et puis... Oui, je suis là. Est-ce que, la patience. est-ce que ça va? Oui, ça va tout doucement. J'essaie de coucher. D'accord. Yeah. Donc, je pense que c'est bon. Cambouensin ou bien c'est au siège? Bon, donc aujourd'hui c'était ça. La prochaine session, on va essayer de voir les fonctions. Et si le temps le permet, les classes également, pour avancer un peu plus rapidement. Je vais également mettre une vidéo, cette vidéo-là, sur le site, voilà, pour que vous puissiez le voir après. Maintenant, on va retourner sur notre truc. Je pense qu'actuellement, l'application doit être déjà exportée. Voilà, ça y est là. Orange. Vous voyez qu'on a 3 versions d'application. On a la version V7, AM, V7, AM64, V8, AM, voilà. Donc, mais je vous enverrai peut-être 2 versions, la V8 et la V7. Mais généralement, la plupart des téléphones installent la V8. Donc, je vous enverrai ces versions-là pour que vous puissiez tester. Oui. Ok, moi j'allais vous demander également, Oui. si possible, d'exporter une version Windows également, desktop. Je suis sur Mac. Ah, ok, donc là, c'est pas possible, il n'y a pas de souci. J'avais déjà parlé de ça. Oh, Donc, comme je suis sur Mac, là, ça va être compliqué. ouais, c'est bon, j'ai déjà compris. Ok, maintenant, puisque maintenant, vous pouvez l'exporter également sur... Ce que je peux faire... À partir de Mac, par exemple, est-ce qu'on peut l'exporter, on peut faire un fichier web qui sera fonctionnel sur tous les types de plateformes. Bon, sur tous les types d'appareils, bien sûr. Non, c'est pas possible. Ah, d'accord. Ce que je peux faire, c'est essayer... Bon, je peux passer par des trucs pour pouvoir compiler ça en version Windows, mais ça prend du temps. Ce que je vais faire, c'est vous envoyer la truc là. Les codes sources, je vais ajouter ça au nom des ressources là. Vous allez pouvoir peut-être le télécharger et puis tester sur votre ordinateur. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. J'ai une suggestion. Oui. C'est la première fois pour moi de suivre un mythe là. Oui. Et je ne sais pas, est-ce que comme maintenant il peut y avoir des outils en annexe, est-ce que vous pouvez enregistrer, ne serait-ce que sous forme de vidéo, tout ce qui se passe sur votre écran, et y compris les différentes interventions? Oui. Et qu'à la fin, par exemple, vous déposez ça sur le groupe WhatsApp pour ceux qui n'auront pas le temps de suivre. Je prends la prochaine, en cours de semaine, je crois que mardi, il y a un meet et moi, malheureusement, mardi, je viendrai avec un retard pour pouvoir suivre. Et ce n'est qu'une suggestion. Ou bien sur la plateforme directement, vous pouvez tout enregistrer et nous donner la version vidéo pour que chaque fois quand il y a un meet, si quelqu'un arrive à rater, qu'elle puisse se contenter de cette vidéo-là, ne serait-ce que de façon autonome, quoi. D'accord, d'accord. En fait, bon, j'avais pensé à ça, mais je me disais que les vidéos, là, c'est
enregistrer ça, c'est trop long. Et puis, je ne trouve pas que les gens vont pouvoir lire. Ça va me prendre 2 heures. C'est pas vraiment facile. Donc, j'avais décidé de faire des vidéos courtes pour expliquer l'essentiel. Mais bon, je vais faire les deux. Ça peut vraiment aider. Surtout quand vous parlez des interventions. C'est très intéressant. Merci. Au fait, chez moi, j'ai un outil que je pourrais partager avec vous peut-être en off. Oui. Voilà, pour voir comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. C'est comme tout ce qui s'est passé aujourd'hui de 18h jusqu'à actuellement. J'ai décidé d'enregistrer ce qui se passe au niveau de mon écran pour pouvoir profiter. Mais ça, c'est seulement moi. Mais la semaine prochaine, comme je ne suis pas disponible, malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de pouvoir filmer. Voilà. Or, si c'est vous-même qui avez ça, vous allez lancer ça parallèlement à votre système. Je ne sais pas si ça va utiliser le même port. Si il utilise le même port, malheureusement, vous êtes obligé de laisser tomber et de faire comme vous voulez. On verra bien sûr si quelqu'un parmi nous peut peut-être le lancer et puis enregistrer et profiter, mettre ça sur notre groupe WhatsApp. D'accord. Voilà. Ça peut aller. Voilà, merci beaucoup. Sinon, déjà, chez moi, on est on a fait 1h22 minutes et ça fait seulement 158 mégas. Donc ça, par exemple, je peux déposer ça sur le groupe WhatsApp. D'accord, merci beaucoup. D'accord, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va arrêter là. Et je donne rendez-vous le mardi. Ok, bon, moi je pense que c'est bon. Maintenant, il y a une autre suggestion. Oui. Comme vous êtes sur Mac, bon, je ne sais pas, en dehors de M. Bruno, est-ce qu'il y a d'autres qui utilisent Mac? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, en fait, je vois très bien. Bon, après, je le mets sur Windows, mais bon, apparemment, ma machine Windows n'est pas très performante. Ah, d'accord. Ah, Mais bon, chez moi, c'est carrément le contraire. J'ai un vieux Mac et puis un Windows qui, quand même, d'accord. Je vais changer à ça parce que sur Windows. Non, il n'y a pas de souci. Déjà, comme on peut comprendre un peu, voilà, je pense que ça peut aller. D'accord, merci bien. Merci. Voilà, toujours dans le même ordre d'esprit. Oui. Bon, moi, j'ai seulement des machines Windows. Et ce n'est pas, pour moi, c'est pas totalement contraignant de suivre, même si vous êtes sur Mac. Mais j'aurais voulu que, au terme de la formation, voilà, même si ça va être en présentiel, quelqu'un d'autre peut se déplacer pour que vous voyez comment est-ce que, à partir des Windows là, on peut par la suite exporter sous d'autres formes, etc. Non, ça, si c'est ça, c'est pas un problème. J'ai des machines Windows, si c'est l'export là, c'est comme si vous êtes sur Windows, oui. Il y a comment que vous tapez tout simplement, je crois que c'est Windows App seulement, tout simplement. Et vous pouvez exporter ça en application Windows. Ce n'est pas un truc très compliqué. Mais déjà, il faut les lancer sur Windows pour voir si ça s'exécute bien, en fait. Au fait, ça, je pense qu'on l'a compris. Mais c'est plutôt l'interopérabilité. Comment est-ce que je peux l'envoyer en web? L'exportation en web qui est là, par exemple, presque, je peux dire universelle et qui est suffisamment, voilà. Donc, si chez vous, à partir de votre ordinateur, vous n'arrivez pas à le faire, il faudrait peut-être faire une simulation à partir d'une de vos machines Windows, même si elle n'est pas performante, et puis pouvoir peut-être nous présenter ça. Bon, côté déploiement, je pense que ça, c'est à la fin de la formation, je m'attendais à ça. Même pour publier une application sur le Play Store, les App Store, tout ça. Oui. Voilà.
je pense que ça, c'est à la fin des formations, on pourra voir comment on déploie ça. Mais déjà, exporter une application APK Windows, je pense que même au cours de la formation, ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir pour pouvoir tester en fait. Merci bien. Je vous en prie. D'accord, merci beaucoup. Vous voyez que vos apprenants sont vraiment assoiffés de savoir. Vraiment. C'est vraiment très bien. D'accord, j'ai pris note et je vais essayer d'appliquer tout cela. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et excellente soirée à tous. Merci à vous deux. Merci.